Bonjour à toutes et à tous. L'eau, c'est la vie. L'absence d'eau, c'est donc la mort. Globalement, à Mayotte, l'eau nous arrive du ciel. Il est quasiment impossible de prévoir la quantité d'eau que le ciel va nous envoyer. En revanche, on sait assez précisément la quantité d'eau qu'il nous faut pour vivre ou survivre ici à Mayotte. Une consommation qui augmente tous les ans. Il va donc falloir apprendre à gérer et à consommer l'eau différemment. Donc, changer nos habitudes. C'est pas facile de changer ses habitudes. En tout cas, c'est possible. Moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Cette semaine, APE se penche sur la question cruciale de la ressource en eau à Mayotte. Les experts prévoient un accroissement des besoins en eau de 90% d'ici 2032. La rédaction d'APE est allée sur le terrain pour tenter de comprendre comment notre eau est traitée, comment arriver à consommer moins sans bouleverser notre fonctionnement. Le résultat de l'enquête de Pierre Bellucci est édifiant. Avec nos invités et pas moins spécialistes, nous aborderons sans détour la problématique. Pour en parler avec nous, nous recevrons Moussa Mohammadi, plus connu sous le nom de Bavi, président du SIAM. On aura également Anchia Bamana, présidente du comité des eaux et de la biodiversité, également maire de Sada. Et enfin, Caroline Mauduit de la DEAL, chef du service environnement et prévention des risques. Enfin, comment être acteur de la protection de notre environnement au quotidien? C'est Anne-Constance Onguenot qui nous livrera les petits gestes simples qui peuvent tout changer. Comment peut-on œuvrer au quotidien pour préserver l'eau potable et limiter les consommations et ne pas polluer les cours d'eau qui alimentent le réseau d'eau potable de l'île? Avec nos invités, nous allons découvrir une enquête réalisée par Pierre Bellucci. Ensuite, on se retrouve tous ensemble et on en parle. Comme il est écrit dans le Coran, à partir de l'eau, nous avons constitué toute chose vivante. L'or bleu, cette ressource naturelle, est une denrée indispensable pour l'homme. À Mayotte, le réseau hydrographique est soumis à une variabilité très marquée entre la saison sèche et la saison humide. Comme toute ressource naturelle soumise à l'insularité, l'eau douce n'est pas illimitée. Mais au fait, savez-vous d'où vient l'eau du robinet ? L'eau du robinet, alors là, elle vient du ciel, ça c'est sûr et certain. Je sais seulement qu'il vient des rivières. Des rivières? L'eau du robinet vient des rivières, des puits. Retenues collinaires des compagnies et du Mounier. Les retenues, voilà, les retenues grâce aux retenues collinaires. Oui, des retenues collinaires et... C'est traité sur Petite Terre, non? Il n'y a pas l'usine de traitement. Il y a une usine de dessalement. Je pense qu'il y a, sur Petite Terre, il y a un dessalage, je crois. Forages, rivières, retenues collinaires, usines de dessalement, autant de moyens qui permettent de collecter l'eau à Mayotte. À Mayotte, l'eau provenait, je vais dire ça comme ça, provenait de 80% d'eau de surface. L'eau de surface, c'est-à-dire les rivières et les retenues collinaires. On était à 16% de forage, de l'eau souterraine, qui avec des pompes, on va chercher dans le sous-sol. Et 4% qui était le dessalement. Grâce au plan d'urgence lancé par l'État suite à la crise de l'eau en 2017, le SIAM a initié des travaux permettant de mieux collecter la ressource. À terme, 66% de l'eau au robinet proviendra des surfaces, 21% des forages et 13% du dessalement. Une fois collecté, cet or bleu est acheminé jusqu'aux usines de potabilisation. Des grandes stations, il y en a deux. Il y a celui de Bouyouni, c'est d'ici, et celui d'Ouroveni. Après, on a Mamoudou qui est un peu plus petit, et Mtsangamouji et Mrereni. Voilà, ça c'est les stations d'eau douce de la Grande Terre. Sinon, celle de Petite Terre, mais c'est un dessalement. Avant d'arriver au robinet, l'eau que nous buvons connaît donc un long périple. Dans le nord, par exemple, la majeure partie de l'eau collectée passe par la station de traitement située à Bouyouni, avant d'être redistribuée dans les différents foyers qu'elle dessert. Sur la station de Bouyouni, l'eau provient de captage sur la rivière à Bouyouni en bas de la station, complétée par des prélèvements sur la retenue de Djoumounié, c'est son lieu premier, mais on peut aussi sécuriser avec la retenue de Combani. Il y a des forages qui vont venir aussi apporter un complément au niveau de l'eau traitée. Lors des 20 dernières années, le réseau d'eau à Mayotte a connu de nombreuses évolutions. Des évolutions qui doivent néanmoins être accompagnées de bons gestes au quotidien pour éviter le gaspillage de cette denrée vitale.
Car comme le dit le célèbre proverbe chinois, lorsque tu bois de l'eau, souviens-toi de la source. Retour sur le plateau d'APE avec nos invités. On a avec nous la chef du service environnement à l'ADEAL, c'est Caroline Mauduit. On a également Anchia Bamana, président du comité des eaux et de la biodiversité et maire de Sada. Anchia, bonjour. Bonjour Patrick. On a également Anne-Constance Anguena, on la connaît bien sur ce plateau pour le cabinet Incidence. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Et enfin, Moussa Mohammadi, le président du SIAM, plus connu sous le nom de Bavi. Permettez-moi de vous appeler Bavi. Bavi, bonjour. Bonjour. Alors, première question, elle est pour vous, Bavi. Puisqu'on va parler des ressources en eau, on l'a vu sur ce reportage, tout le monde ne sait pas d'où vient l'eau qui coule au robinet. Alors, il y a eu des bonnes réponses dans ce micro-trottoir, mais il y a aussi des mauvaises réponses. Quelle est la réalité? D'où vient l'eau du robinet? Mais moi, je ne le savais pas. Hein. Aujourd'hui, l'eau que nous buvons, en principe, ça vient des rivières. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 14 captages en rivière. Nous avons 2 systèmes de drainage. Ouais. Aujourd'hui, on a 2 forages d'eau brute et puis de pompage de l'eau. C'est ce que là, la provenance. Alors, on dit des rivières, mais l'eau des rivières, elle arrive d'où? L'eau des rivières, normalement, ça arrive de là-haut. Du ciel. Du ciel. Donc on est bien d'accord que l'eau que l'on consomme, à la base, elle arrive du ciel, puisque on n'a pas véritablement exploité la notion de source. Et puis, il y a aussi un petit air aujourd'hui. On consomme l'eau de dessalement. Oui, ça on va en parler. L'usine de dessalement. Ouais. Et on a aussi des forages qui viennent de sous-sol aussi. Mais justement, Bavi, l'année dernière, on a connu une pénurie d'eau sans précédent. Dieu merci, on en est protégé cette année. Comment c'est possible? Alors qu'on est entouré d'eau? Parce qu'on avait oublié. On avait oublié de faire le nécessaire pour qu'on ait de l'eau à Mayotte. Il y a plus de 20 ans, il y a un travail qui n'a pas été fait. Malheureusement, c'est tombé sur moi en tant que président. Et que depuis que c'est un mal pour un bien, en fait. Ouais. Il fallait passer par là pour comprendre. Il fallait passer par là, parce que sérieusement, avec le plan d'urgence d'eau, je pense qu'on est en sécurité. Dès qu'on aura fini de réaliser l'ensemble des travaux, Mayotte sera en sécurité au moins 10-20 ans qui arrivent concernant l'eau. Caroline, c'est pas un peu dangereux d'attendre en permanence ou de tout miser sur une saison des pluies? Pourquoi on ne construit pas d'usine de dessalement? Pourquoi on n'en fait pas plus? Oui, effectivement, c'est un peu dangereux quand on est sur une île de petite taille en plus, parce qu'on est soumis aux précipitations, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président. Donc, qui vont alimenter à la fois les retenues, les rivières, et puis, bon, on a un petit peu d'eau souterraine à Mayotte, mais c'est vrai que les nappes souterraines sont de petite taille, donc on n'a pas non plus des énormes ressources au niveau souterrain. Donc, effectivement, pourquoi alors, le dessalement, on a déjà investi. Le SIAM, là, a effectivement agrandi dans le cadre du plan d'urgence eau l'usine qui existe en petite terre, mais le SIAM a également lancé des études sur des usines de dessalement en grande terre. Donc ces études datent déjà, ont été lancées déjà dans les années 2014-2015. Et en ce moment même, on fait une étude sur le site de Longoni, où justement sur une usine de dessalement qui fonctionnerait avec un autre process que celle de petite terre et qui serait beaucoup moins consommatrice d'énergie. L'idée, c'est de récupérer les chaleurs perdues de l'usine thermique de Longoni pour alimenter en énergie cette usine. Donc c'est un travail avec EDM, l'ADEME, l'ARS, le SIAM et l'ADEAL. Et l'objectif, c'est aussi, le problème du dessalement, c'est le prix de l'eau quand même. Oui, forcément, ça fait augmenter le prix. Exactement, c'est des process beaucoup plus compliqués que capter gravitairement de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on s'oriente vers cette nouvelle technique de distillation pour essayer de baisser les coûts d'exploitation, parce que c'est ça qui coûte le plus cher en fait, après l'investissement initial, bien sûr. Caroline, vous êtes sur ce plateau, j'en profite. Comment expliquer la pénurie d'eau qu'on a eue l'année dernière? Donc la pénurie, comme je le disais, un petit territoire entouré d'eau, donc les précipitations, si elles ne viennent pas, et c'est ce qui s'est passé, on a eu plus de 3 mois et demi de retard sur l'arrivée théorique de la saison des pluies qui normalement arrive vers la mi-novembre, et là les premières pluies sont vraiment arrivées que vers la fin du mois de février. Donc là, tout un problème, parce que finalement on n'a que 2 retenues collinaires, et c'est ces 2 retenues qui permettent de faire le tampon entre le début de la saison sèche, donc vers début mai, début juin, et l'attente des
premières pluies qui normalement arrivent en novembre. Et donc ces retenues, elles sont là pour qu'on utilise l'eau qu'elles contiennent, mais elles ont des capacités limitées. Il y a quand même 3,5 millions de mètres cubes d'eau sur ces deux retenues, mais effectivement là, la saison des pluies est arrivée trop tardivement. Et le deuxième facteur qui explique ça, c'est l'augmentation des consommations. Comme vous l'avez dit en préambule, 10% entre 2016 et 2017 d'augmentation de la consommation des habitants de Mayotte. Donc à la fois une population qui croît et à la fois des besoins aussi des ménages qui sont croissants, qui s'équipent, qui se modernisent et qui ont de plus en plus besoin d'eau potable. Caroline Bavy, qu'est-ce qui a été fait pour... quelles ont été les perspectives, qu'est-ce qui a été les mesures qui ont été mises en place pour lutter contre cette pénurie à ce moment-là où on a eu problème? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a été totalement impuissant ou on a pu réagir? Non, il faut dire que on a réagi, mais à un moment, donné, on était impuissant parce qu'on n'avait pas les armes. Tout simplement, on avait la population du centre et du sud qui devait absolument être servie de l'eau, mais malheureusement, on n'avait pas les capacités qu'il fallait à l'époque. Malheureusement, on a entré sur le coupure d'eau, ce qui a causé énormément de problèmes parce qu'on n'arrivait pas à fournir l'eau à l'ensemble de la population. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que on avait oublié l'investissement sur l'eau. C'est pour cela que je dis le plan d'urgence eau, encore une fois je le dis, c'est un mal pour un bien. Parce qu'aujourd'hui les travaux réalisés avec les services de l'État sont exceptionnels. Aujourd'hui on a investi plus de 25 millions d'euros. Plus de 25. C'est suffisant, Bavy? Moi je pense que Mayotte est au moins assuré pour au moins les 10-20 ans qui arrivent, du moment où on aura fini l'ensemble des travaux. On vous croit, hein? On est obligé de vous croire. Moi je crois. Hein. Nous aussi on y croit. Anchia, une question pour vous. Quels sont les enjeux de la préservation des milieux sur la ressource en eau? Je pense que c'est une question qu'on devrait poser plutôt à un géographe concernant vous avez toutes les casquettes, vous, Anchia. Oui, politique. Je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais je donne ma vision politique des choses. Bien sûr. Concernant Caroline parlait tout à l'heure de la question de la pénurie, la question de la quantité de l'eau, donc qui est complètement insuffisante à Mayotte. Je pense qu'il est absolument nécessaire en tant que politique qu'on ait une vision un peu prospective de la chose et se poser les bonnes questions. Quelles sont les causes qui amènent justement à cette pénurie? Je pense notamment à toute cette politique de protection de la ressource qu'on doit mettre en place à tous les niveaux pour éviter effectivement qu'il y ait cette pénurie. Je pense... Quand je parle de protection de la ressource, c'est concrètement sortir les gens de ces rivières qui saccagent les rivières. Concrètement, c'est de veiller à la protection des périmètres de captage de tous les ouvrages gérés par le syndicat des eaux. C'est nécessaire et vital. C'est aussi se pencher sur la question de la déforestation massive. Vraiment toutes les causes rassemblées qui engendre une pénurie d'eau en quantité. Je fais une réaction. Ça veut dire de manière consommer moins. Je rebondis pour faire le lien, parce que c'est tout un cycle, comme disent les spécialistes en la matière. Je rebondis par exemple sur... On a eu la crise effectivement qu'on a vécue en 2017. Il y a eu un spot qui a été fait par l'État. C'est une très bonne chose qu'on puisse réagir pour réagir aux urgences. Parce qu'il faut savoir qu'à Mayotte, nous passons beaucoup de temps à gérer des urgences alors que les politiques ont une vision prospective des choses, prévoir en fonction effectivement de l'évolution de la démographie. Et ça, c'est aussi une autre question qui impacte. J'aimerais qu'on revienne sur l'eau potable, Bavy, avec vous. Comment on fabrique de l'eau potable? Parce que celle qui tombe du ciel et qui va dans la retenue collinaire ou les rivières, on ne peut pas la boire. Du moment où l'eau est captée dans les rivières, ou si c'est pris aux retenues collinaires, il y a les usines de traitement. C'est-à-dire qu'on rajoute des produits chimiques. On rajoute des produits. C'est pas dangereux, ça? Non, c'est pas dangereux. Ce sont les mêmes produits qui... Ça pollue pas, Caroline?
Ça pollue Non, pas c'est des produits spécialisés pour le traitement de l'eau. C'est ce qu'on utilise aussi en Exactement. métropole. Et puis, il faut quand même rassurer à la population que nous n'avons pas le droit de distribuer de l'eau qui n'est pas potable. L'eau, quand ça arrive à l'usine de traitement, c'est traité et puis analysé par des organismes indépendants parce que la ARS est obligée d'analyser l'eau pour nous donner l'autorisation de la distribuer. On n'a pas le droit de distribuer de l'eau sans l'autorisation de l'ARS. Ouais. Bavi, comment la consommation va évoluer ici à Mayotte, selon vous? Consommation d'eau, évidemment. Consommation d'eau, ça va évoluer tout simplement parce que la population augmente. Ouais, mais on arrive à se projeter, à savoir, à connaître nos besoins dans 20 ans, 30 ans? Non, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir parce que normalement, même ce que aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec un des anciens qui nous disait normalement, l'eau avec le 2 retenues collinaires, on devait tenir jusqu'en 2020. Et malheureusement, on a eu le problème en 2017. C'est-à-dire c'est incontrôlé. On peut pas aujourd'hui, moi, je peux pas savoir combien de quantité d'eau il faut pour telle année ou telle année. Alors, on a la chance d'avoir Anchia, qui est maire de Sada. Une question, Anchia. Qu'est-ce que vous faites, vous, à Sada, par exemple, pour limiter le gaspillage en eau? On doit éduquer effectivement les gens, vu la crise, parce que jusqu'à avant 2017, on n'était pas dans la situation de la crise. Donc, tout le monde se réveille en 2017 pour dire qu'il faut éduquer les gens. Oui, c'est vrai, pour l'avenir. Dans le cadre du comité de l'eau et de la biodiversité, nous sommes en train d'élaborer une feuille de route de l'instance justement pour avoir une vision d'ici 2020 des propositions que fera le comité. Et dans le cadre de ce comité, nous on fait effectivement le constat qu'il faut mettre les moyens et dans les communes et au niveau du département, au niveau de l'État, pour qu'on puisse justement avoir tous les outils nécessaires pour mener une action d'éducation auprès de la population. Ces moyens, nous ne les avons pas. Vous n'avez pas forcément les moyens. Peut-être que du côté de l'État, on les a, ces moyens, Caroline. Quels sont les mauvais usages de l'eau qui gaspillent le plus d'eau, en fait, hein? Bon, bah, les mauvais usages, effectivement, c'est un peu, on rabâche un petit peu toujours les mêmes choses, hein, mais je vais le redire aujourd'hui sur ce plateau. Bah, effectivement, ça va être l'usage dans le foyer, c'est-à-dire à la fois l'usage pour l'hygiène, donc l'hygiène corporelle, ça va être le lavage des dents, le lavage des mains, même la douche, ou ben voilà, penser à éteindre le robinet pendant qu'on se savonne, pendant qu'on se frotte les dents, etc. Il va y avoir aussi l'usage de l'eau dans la cuisine, typiquement, du lavage de la vaisselle. C'est vrai qu'on passe d'une culture, pour certains, de lavage en cours d'eau où on avait un filet d'eau permanent du coup qui circulait, donc sans penser à l'économie, avec aujourd'hui de l'eau potable en fait qu'on utilise pour ces usages-là. Donc il faut utiliser des bassines ou quelque chose, une bassine propre, une bassine sale, pour limiter ces usages-là. Et aussi sur le lavage des voitures, c'est vrai qu'on voit encore beaucoup d'arrosage jet d'eau, etc. Alors qu'on pourrait prendre un seau et une éponge et puis limiter simplement au rinçage. Il y a une campagne. Il y a eu une campagne effectivement qui a été mise en place par la préfecture, Bassy-Ivo, effectivement, donc par la préfecture avec l'appui de l'ARS et de l'ADEAL. Donc il y avait 2 cabinets de com, hein, Angalia et Clap Production. Donc Angalia a géré essentiellement la partie de communication dans les communes. Donc il y a eu quand même 17 journées dans les 17 communes où Angalia a fait des campagnes de sensibilisation avec tout un tas d'ateliers, la route de la connaissance, le robinet pédagogique également, où on pouvait se laver les mains en coupant l'eau ou sans couper l'eau et voir la quantité d'eau qui était gaspillée, pour le coup, c'était vraiment le terme. Et il y a eu également sur le volet Clap Production des spots TV avec une bouénie, l'égérie qui s'appelait Fundi Maji et qui venait plaquer effectivement le mauvais geste, donc soit de la ménagère, soit etc. Et des affiches 4x3 un petit peu dans Mamoudzou, vous avez dû les voir entre octobre et décembre de l'année dernière. Merci 1000 fois. Encore un mot, un seul. Un mot. Il y a urgence sur ce territoire à penser, et ça on le propose dans le cadre du comité de l'eau, à penser une nouvelle politique de gestion des eaux pluviales. Enfin,
c'est quelque chose d'innovant et toutes les politiques ici, les autorités doivent s'y pencher. Une nouvelle politique dans le cadre de l'élaboration des documents de référence, les PLU, les PLUI, les nouvelles habitations ou même les habitations existantes, à ce qu'on puisse équiper aussi les familles d'outils, de nouveaux outils pour mieux gérer les eaux pluviales. Mon petit doigt me dit qu'on va se revoir sur un plateau d'APE pour reparler de ces ressources en eau, parce qu'il y a encore 1001 choses à dire. En tout cas, 1000 merci de votre présence et de vos éclairages. Vous restez avec nous en plateau quelques instants, puisque on va voir si elle aussi fait partie des ressources mahoraises. C'est Anne-Constance Anguena que l'on va retrouver tout de suite pour les bons gestes. Les bons gestes, Anne-Constance, on va en parler dans quelques secondes, mais juste avant, des chiffres, on est habitué avec vous. Allez, je vous pose une question simple. Pour fabriquer un hamburger, par exemple, il faut combien de litres d'eau? Ah là, je sais que c'est un piège. C'est un piège. Je crois qu'il en faut 2400. 2400 litres. Alors on avait la réponse évidemment, mais comment c'est possible? Pourquoi 2400 litres? Parce qu'il y a de la viande et que pour produire un steak, il faut faire naître un animal, il faut nourrir l'animal, il faut tuer l'animal et donc ça consomme beaucoup d'eau. Et juste un petit exemple, 2400 litres d'eau, ça représente quand même 12 bains ou 20 lessives dans un lave-linge. Donc un hamburger, 20 lessives. Un hamburger. Oui. Vous allez arrêter de manger des hamburgers, Bavi, c'est promis. On va interdire les hamburgers. Interdire les hamburgers. Encore des chiffres. L'eau du robinet de Mayotte provient des retenues des retenues collinaires en fait. Est-ce qu'on a des chiffres précis là-dessus? Oui, alors un petit peu en synthèse de ce qui a été dit en amont dans l'émission. Donc 80% de l'eau qui est consommée et qui est donc coule du robinet qu'on voit derrière vous, Patrick, provient des retenues collinaires et des captages. 18% viennent des forages et 2% de l'usine de dessalement de Petite Terre dont on a parlé tout à l'heure. Les difficultés que l'on peut avoir pour s'approvisionner en eau ici à Mayotte, est-ce qu'elles peuvent avoir des conséquences sur notre santé? Ah bah forcément, et elles en ont déjà, puisqu'on sait à Mayotte qu'une certaine catégorie de la population a plus de mal que d'autres à se fournir en eau potable, et on a noté que l'hépatite A, le taux, le nombre de cas d'hépatite A à Mayotte est 30 fois supérieur par exemple à celui de la métropole, ce qui est très élevé. C'est énorme. Tout à l'heure j'ai posé la question si on avait une idée de notre consommation dans 10, 20, 30 ans. Je sais que vous avez fouillé dans vos fiches et dans les chiffres. Oui. Vous en savez plus? Alors, les experts disent que d'ici 2032, la consommation ou le besoin en eau aura augmenté de 90% si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne met 90%. pas... Oui, quasiment x2. C'est tout simplement énorme. Oui. On enchaîne avec les bons gestes, parce qu'il faut finir sur du positif. Oui. En tout cas, on y croit. Alors Eshati, elle a 5 gestes à nous transmettre dans cette émission aujourd'hui. Le premier, c'est de prendre une douche plutôt qu'un bain. Une douche de 5 minutes va consommer entre 30 et 80 litres d'eau, alors qu'un bain, on se situe entre 150 et 200 litres. Donc on voit tout de suite l'intérêt. Le deuxième geste d'Eshati, c'est de fixer des économiseurs sur les robinets de manière à limiter... C'est quoi un économiseur? C'est un petit outil qu'on pose sur le robinet. Qui se visse sur le robinet. Exactement, et qui permet effectivement d'avoir un filet moins épais et donc de consommer moins d'eau. Ensuite, quand on se lave les mains... C'est ce que nous disait Caroline. Exactement, quand on se lave les mains et quand on se brosse les dents, Eshati nous recommande de fermer le robinet et de le réouvrir juste après pour se rincer les mains ou se rincer les dents. Eshati nous dit aussi qu'il faut préférer faire la vaisselle en fait en machine. Personnellement, je suis hyper pour, plutôt que de faire la vaisselle à la main, puisqu'effectivement, on consomme entre 15 et 19 litres d'eau dans un lave-vaisselle. Alors qu'on en consomme 30 à 80 quand on fait une lessive à la main et que l'on n'a pas deux éviers, deux petits récipients, l'un pour laver, l'autre pour rincer. Et pour le jardinage, effectivement, pour votre jardin, Patrick, je vous conseille donc d'arroser aux heures les plus fraîches de la journée.
C'est-à-dire le matin de bonne heure. Voilà. Ou le soir tard. Ou le soir tard. Alors pourquoi? Pour que l'eau effectivement pénètre davantage le sous-sol et donc puisse effectivement mieux alimenter les plantes. Merci beaucoup Anne-Constance pour tous ces conseils. Merci également à nos invités. Merci à Caroline, merci à Anchia, merci à Bavi, merci également aux équipes d'Incidence et de Kwezi et notamment à Pierre Bellucci avec toute son équipe pour ce reportage. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ça sera sur la même chaîne, à peu près à la même heure. Agir pour l'environnement, moi j'y crois. Moi c'est sûr. Allez, salut, à la semaine prochaine.